Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Lors de la précédente émission, vous avez pu découvrir l'histoire et la rénovation de la Bourse de Bruxelles. Milieu du 19e, en fait, les autorités belges partent dans des grands projets. Il faut savoir qu'à l'époque, la Belgique est très riche. On développe les échanges commerciaux et ils commandent à l'architecte Seuss le fait d'avoir un bâtiment magistral, comme on en faisait à l'époque, pour imprimer la puissance financière de la Belgique, cette puissance d'échange. Ils décident de le faire dans le centre-ville. Donc, il est inauguré en 1872, dans mon souvenir, et il est, jusqu'à la fin du XXe siècle, le lieu où se pratiquent les échanges boursiers et financiers principaux dans Bruxelles. C'est un point de jonction un peu paradoxal entre ces nouvelles interventions et ces grands axes de composition néoclassique du côté de la place de la Bourse et le centre historique et le cœur de la cité médiévale du côté de la Grand Place. Les exploitants disaient on va faire une galerie commerçante, on va faire venir une école de commerce. On n'était pas très tentés par ces projets qui étaient assez fermés sur eux-mêmes, voire non nécessaires. Et puis en 2010, ils nous ont dit, mais en fait nous on va partir, est-ce que vous voulez racheter la fin de notre bail? Puisque nous avions le tréfonds, eux étaient les amphithéâtres, et c'était à l'époque Freddy Tillmans qui était bourgmestre, et il a racheté le reste des années pour 4 700 000 €, et donc la ville a reconstitué sa propriété et est devenue plein propriétaire du bâtiment de la Bourse. Je vous propose de rester à l'intérieur de cet édifice pour terminer de découvrir les différents aspects de cette rénovation en compagnie de l'architecte Nicolas Bouquel de l'agence Beau ainsi que du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. C'est un temple grec qui est posé sur un socle de service en pierre bleue très fermé. Dans ce socle en pierre bleue, on pouvait intervenir, de notre point de vue, surtout à des endroits où il avait déjà été modifié dans son histoire. Et c'est comme ça qu'on a travaillé en proposant ces 3 nouvelles entrées, 2 à mi-hauteur derrière moi au niveau du transept et une au niveau de l'angle Saint-Nicolas, en face de l'église Saint-Nicolas, dans la perspective de la rue Aubert qui remonte vers la Grand Place et qui nous paraissait vraiment un point stratégique d'un point de vue urbain pour reconnecter le bâtiment et le monument à son tissu médiéval. En ce qui concerne le Skybar, ça nous paraissait intéressant de pouvoir exploiter le point de vue à proximité des toits et de la flèche de l'hôtel de ville qui est vraiment direct de ce côté-là, qui permet une lisibilité aussi de ce tissu médiéval par au-dessus. Cette terrasse avait tout son sens. Il faut reconnaître qu'en y regardant de plus près, les toitures actuelles existantes, enfin celles dont on a pris connaissance en 2015, sont des toitures en zinc construites en 1930 par Malfait sur des structures en béton. Elles n'ont pas beaucoup de qualité architecturale. Il y a des cabanons d'ascenseurs et beaucoup d'éléments techniques qui sont placés sur cette toiture. Et en fait, ce n'est pas une toiture qui est vraiment composée comme une toiture d'architecte. C'est plutôt l'espace en dessous qui était intéressant. Et donc, on a travaillé sur la déconstruction de la moitié de ces structures en béton du côté arrière. Et on a conçu un élément architectural contemporain qui s'assumait en tant que tel, avec une structure métallique dorée qui est le métal doré, qui est une référence à toutes les interventions contemporaines qu'on a réalisées sur le bâtiment, sur le projet. Au niveau de la rue, ce sont des éléments en laiton qui du coup résistent bien aux intempéries, etc. Au niveau du toit, c'est une espèce de petit thème piéto classique, une espèce de folie architecturale d'inspiration néoclassique, mais avec une approche et un design d'aujourd'hui contemporain qui vient protéger une glass house vitrée qui permet à la fois d'avoir une lumière abondante, de sentir à l'extérieur sur cette grande plateforme, cette grande terrasse, et d'avoir une grande fluidité de déplacement sur le toit et profiter du panorama assez extraordinaire qu'on y trouve. L'intervention du XXIe siècle, la nôtre, elle était clairement identifiable par ce matériau-là, le laiton brossé. Et donc il y a beaucoup d'éléments métalliques, ferronnerie intérieure et extérieure qui sont traités soit en laiton, soit en acier thermolaqué avec une métallisation qui est très proche du laiton. On l'a aussi utilisé pour faire les nouveaux lustres, par exemple du côté de la grande entrée du péristyle de la place de la Bourse.
L'intérieur de la grande nef ici, pour nous, l'espace était tellement extraordinaire en état qu'il fallait juste le remettre dans sa situation d'origine, aller retrouver les stratigraphies et les références de couleurs historiques des colonnes, etc. qu'on voit derrière nous. On a par contre travaillé pour des raisons techniques sur la dalle de sol de la grande nef sur laquelle nous nous trouvons, qui a été entièrement renouvelée par une nouvelle dalle en béton qui du coup répond à des normes de stabilité, de grande foule et d'espace public et de polyvalence d'utilisation qu'on lui voulait. Mais du coup, il y a aussi une question de la résistance à l'usure qui était posée. Et c'est là qu'on est intervenu. On a proposé de travailler en partenariat avec une artiste contemporaine bruxelloise, Valérie Manhart. Elle a développé un système de granito combiné avec des mosaïques en pierre de marbre qui, elle, est plutôt une référence au sol historique de Seuss, qui était fait entièrement en mosaïque, mais qui a été très vite remplacé à la fin du 19e siècle. On a décliné en contrepoint un granito d'architecte qui est noir, moucheté rose, qui recouvre les sols des salons latéraux de part et d'autre de la nef, mais aussi des surfaces verticales, des nouveaux escaliers monumentaux qui permettent de distribuer les étages vers le Belgian Beer World ou bien les nouvelles entrées vers le socle et le soubassement. À propos de l'art dans la bourse, il y a d'abord en effet cette mosaïque de Valérie Manhart que vous retrouverez sur le sol, mais il y a aussi des étudiants de l'Académie de Bruxelles qui ont mis en scène une série de pièces sur la bière belge. On est très fiers aussi, peut-être qu'on a un futur grand artiste qui est venu léguer une œuvre là-dedans, et ça nous semblait important de travailler avec ces jeunes artistes. Et puis il y a les espaces d'exposition, qui vont être des espaces aussi qui sont mis à disposition d'artistes. On veut un lieu vivant, connecté à la société. Par exemple, les premières expositions qui vont avoir lieu sont des expositions sur les sans-papiers, le sans-abrisme, parce qu'on ne veut pas nier que ça existe aussi dans les centres-villes. Et on ne veut pas dire que c'est un bâtiment qui est fermé, réservé à une catégorie de population. On sait que le centre-ville, c'est aussi gérer une certaine pauvreté. Et cette dualité urbaine, elle doit se refléter dans ce bâtiment. Je vous invite à quitter les frontières belges et à nous rendre dans la petite commune de Saint-Loup. Alors Saint-Loup, ça se trouve en Suisse, et là, l'architecte belge Yves Weynan y a construit une chapelle. Les religieuses voulaient une chapelle provisoire en attendant que la chapelle historique soit rénovée. Mais finalement, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, cette chapelle est toujours là parce que elle répond à un besoin. Et puis l'architecture de Yves Weynan, issue de ses recherches, puisqu'il dirige le département recherche-construction bois à l'École polytechnique de Lausanne, est toujours un émerveillement. Alors je vous propose de découvrir cet édifice qui n'est pas très grand, mais qui effectivement, dès qu'on le regarde, nous font écarquiller nos yeux. C'est la chapelle de Saint-Loup. On est à Saint-Loup, commune de Pont-Paple, dans le canton de Vaud. C'est un hôpital tenu par des religieuses. Leur chapelle était en rénovation et on nous a contactés parce qu'il leur fallait une chapelle provisoire. La référence, c'était le coût de location d'une tente sur 2 ans, chauffée. Et on est parti avec ces données-là pour proposer un premier transfert technologique de l'e-bois en appliquant l'outil qu'Hany Burri avait développé dans sa thèse qu'il a rédigée en 2010, qui est un outil permettant de générer des surfaces dans l'espace selon le principe de l'origami, donc le pliage. Donc si vous imaginez que vous pourriez déplier cette chapelle et la mettre à plat, ce serait une seule feuille de papier. Donc théoriquement, il n'y a pas de chute. Donc il y a une optimisation géométrique à la base déjà avec cette contrainte d'origami. Ça donne bien quand même dans la lumière, comme ça. De loin, là, on voit avec les montagnes, et je me disais, c'est fou, ça fait vraiment tout à coup un objet abstrait, là, au milieu, ça ressort vraiment bien. Hein. C'était le premier, le premier bâtiment qui faisait un transfert technologique entre les bois et l'extérieur. On avait gagné un concours d'architecture qu'on espérait faire tout en bois. Ah oui? Mais malheureusement, avec les marchés publics, on a eu un ingénieur qui n'est pas très audacieux. Il ne faut pas laisser faire ça. C'est difficile de tirer. Il faut garder l'esprit du concours et du projet. Le métier d'ingénieur est par définition conservateur. Et bon, c'est itératif, mais
C'est vrai que j'aurais jamais pu sortir ça si j'avais pas pris la responsabilité en tant C'est ça. qu'ingénieur civil là-dessus. C'est ça, hein. C'est juste des tôles métalliques qu'on a pliées, 2 mm, 2 mm. 2 mm seulement. Donc vous avez une épaisseur de 60 mm pour les panneaux en toiture, 6 Oui. cm, qui sont chanfreinés, 2 panneaux qui viennent ensemble. Et c'est juste à l'extérieur qu'on a couvert ça avec une tôle. Vous voyez, c'est des tôles pré-perforées. Oui. C'est même pas un détail d'ingénieur, ça. En fait, ça fait partie des détails des menuisiers, si vous voulez. Bien sûr. Ça fait que 2 mm, donc ça coûte vraiment pas cher. Puis il y a une étanchéité qui est posée par-dessus, un vide ventilé. Et puis on a encore un bardage en bois qu'on voit ici, qui en fait, lui, doit être remplacé tous les 15 ans. Donc la structure porteuse elle-même qu'on voit à l'intérieur, elle reste, elle peut rester tant qu'on veut, elle n'est pas exposée. Tandis que le bois de ce revêtement, lui, est exposé aux intempéries et c'est quelque chose qu'il faut renouveler. Et c'est vissé depuis l'extérieur sur tous ces arrêts. Et quand vous voyez à l'intérieur, ça tient, hein, donc c'était provisoire. Bien sûr. C'était juste pour 2 ans, hein, la chapelle. Je me demandais le coût en fait de la chapelle. 185 000 francs, Ouais, ça va, hein. c'est pas cher. Ah non. Donc c'est juste 4 plots sur les 4 coins parce que j'avais peur qu'elle s'envolait en fait, qu'elle allait D'accord. vraiment... Donc Et- elle est ancrée sur les plots. C'est juste des plots, Ouais. mais alors c'est les façades latérales qui font office de poutres continues qui sont liées à ces 4 plots. Ah, donc il n'y a pas d'ancrage dans le sol en fait. Non, C'est juste posé, c'est quoi. juste des cylindres de 1 mètre sur 80. Ouais, voilà. Quand j'étais venu il y a 5 ans, je leur demandais ce qu'ils en faisaient maintenant. Et puis c'est une chapelle d'été. Puis elle mourra de sa belle mort, quoi. Je me suis dit, mais maintenant c'est tellement connu et autres qu'ils vont la retaper à chaque fois pour qu'elle reste. Oui, Ouais, je pense. elles aiment bien, je crois, leur chapelle Je en crois, fait. hein, c'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça. Ouais. Ce sera tout pour cette émission. Je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve très très vite dans un nouvel épisode d'Archi Urbain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir.